Et ce qui nous amène au sujet important, qui est le rôle des institutions de représentants du personnel pour un dialogue social de qualité. Et donc, encore faut-il la confiance pour avoir une visibilité, pour avoir une bonne négociation, une discussion. Encore faut-il parler de ce qu'on sait. Et là, la formation des représentants du personnel joue un rôle évidemment essentiel à la qualité du dialogue social. Mais pour cela, la formation représente un rôle important majeur, n'est-ce pas? Alors, la formation des représentants du personnel et des acteurs des relations sociales, mais également des membres des directions des entreprises. Hein. Ça, c'est incontournable, tout simplement parce que être un acteur des relations sociales suppose d'abord une disponibilité, une maîtrise des sujets à aborder, hein, qui sont souvent des sujets assez complexes, qui touchent à l'organisation du travail, pour permettre d'élaborer des propositions qui soient construites, et puis aussi une capacité à cette fameuse négociation, toujours chacun dans son rôle. Et en Nouvelle-Calédonie, effectivement, nous avons l'IRS qui n'est, et là j'insiste beaucoup, qu'un outil parmi d'autres, hein, puisque les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés, elles aussi ont leur espace, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a cet outil qui est en place. Et donc il rencontre aussi un vrai succès parce que visiblement ça correspond à un réel besoin de ces acteurs sociaux. Et ce qui est important aussi à noter dans la formation de ces acteurs sociaux, c'est que le chemin doit être parcouru à la fois par les directions des entreprises, hein, qui doivent entrer dans cette réflexion et dans cette nouvelle dimension autour du dialogue social pour essayer de développer finalement cette culture du dialogue social. Alors soit ce sont des entreprises qui ont déjà semé pas mal de graines, etc. Soit eh bien, on peut aussi changer un petit peu et entrer dans cette dynamique progressivement. Et donc c'est une espèce quand même de révolution culturelle à faire, hein, en se disant peut-être en tant que direction d'entreprise, quels sont les éléments du diagnostic de la vie de mon entreprise que je vais partager avec mes représentants du personnel pour que chacun, dans son système de valeurs, eh bien, enrichisse un petit peu son point de vue sur les uns et les autres. Et puis, du côté des représentants du personnel, et y compris des représentants syndicaux, eh bien, c'est aussi entrer dans cette nouvelle façon de voir les choses, analyser ses propres pratiques, remplir sa boîte à outils, se questionner sur son rôle et puis sur finalement le nécessaire captage du point de vue des salariés que représentent tous ces mandats de représentation du personnel. Je m'en mets que Jacques y revient, parce qu'il a dit en début de discussion, sur l'importance de l'IRS d'un point de vue extérieur, économique d'ailleurs. Ce que vous dégagez comme regard sur cet établissement en termes d'impulsion et d'éléments moteurs dans la discussion? Moi, je dirais que même si on décrit positivement les relations de travail au Québec, ça restera que ce type d'institution, à l'heure actuelle, je crois que ça serait relativement impossible à implanter factuellement au Québec. Pour la simple et bonne raison que chacun des parties prenantes au dialogue social, employeurs et syndicats, vont dire que c'est leur responsabilité propre à s'occuper de la formation de leurs individus, de leur personnel, des salariés, de leurs adhérents, etc. D'avoir un outil comme ça, on a vu beaucoup de bénéfices. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on finit une des sessions de formation ici, lorsque les gens font un tour de table, ceux qui n'étaient pas accompagnés d'un côté ou de l'autre
disent c'est de valeur que la formation, l'employeur ou le syndicat n'ait pas participé en même temps que moi parce que j'aurais pu partager avec eux autres certaines réalités. Et l'autre chose qu'on apprécie énormément, c'est que lorsque deux partenaires participent à une session de formation, ils sont capables de relativement mettre sur la table leur problématique de relation de travail et d'échanger avec tous les autres participants à la session de formation certains de leurs problèmes. Et ça, je vous dirais que c'est assez exceptionnel de pouvoir faire ce type d'éléments-là. Donc, au niveau dialogue, au niveau importance, je vous dirais que c'est très, très, très enrichissant. Ouais, ça donne des outils de base pour les représentants qui sont absolument indispensables et qui sont super intéressants. Chez nous, en fait, non, il n'existe pas une telle institution. Comme dit Jacques, ce serait difficile de l'implanter. Les seules fois où il y a existé de la formation conjointe, c'est ponctuellement dans une entreprise où acteurs syndicaux et patronaux nous l'ont demandé comme médiateurs parce qu'ils avaient besoin de cette aide-là pour essayer de changer leur façon de faire le dialogue social ou de réaliser leur négociation collective pour avoir plus de succès, plus de résultats. Parce que tout à coup, on se rend compte que eh bien, la confrontation continuelle, ça fait un temps, mais à un moment donné, c'est qu'on est perdant-perdant et puis on perd des plumes de part et d'autre. Donc, tout à coup, on veut se donner des outils communs pour faire une négociation qui soit plus efficace. Et là, ben oui, on a été demandé comme médiateur de faire ces formations-là, autant au niveau du fédéral que du provincial. Puis dans les différentes provinces du Canada, ça existe. Mais comme je vous dis, c'est des demandes ponctuelles, c'est pas à la grandeur, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas institutionnalisé. Voilà. Moi, par contre, l'autre dimension que je dirais que je vais être un peu plus critique, c'est l'IRS voulait avoir de la formation et de recevoir l'appui des organisations, autant syndicales que patronales, pour enrichir les formations qu'on aurait pu pratiquer, en fait, a été, disons, un peu timide. Disons que les gens ne voulaient pas s'impliquer à ce niveau-là. Ils ne voulaient pas nécessairement donner de ligne de conduite ou directement se responsabiliser là-dessus. Après, les partenaires sociaux font partie du conseil d'orientation de l'IRS qui élabore les programmes qui sont proposés annuellement et ils sont d'ailleurs désignés par le conseil du dialogue social. Donc de cette façon-là, ils ont quand même un regard sur les thématiques qui vont être abordées. Après, c'est une autre aussi dimension et à mon avis un autre palier que de participer à l'alimentation effectivement de nos modules, ce qui est pour le moment un peu plus timide, mais encore une fois, l'IRS c'est également un institut assez jeune, voilà, dans le temps. Non, c'est pas une critique. C'est pas une critique, mais voilà, on essaye de faire au mieux, quoi. Mais ça serait une dimension excessivement importante si on pouvait réussir à passer à ce palier-là, parce que les organisations, autant syndicales que patronales, pourraient enrichir les modules. Puis ça peut se faire de différentes manières, parce que dans le fond, ce qu'on constate, nous, comme la formation qu'on donne dans le cadre de l'IRS, en tout cas, ou le genre de formation qu'on peut être appelé à donner avec la fonction qu'on occupe, c'est une formation qu'on essaie toujours d'être très, très, très collé à la pratique des gens. Et pour ça, on a besoin de feedback des personnes qui vivent ces relations-là pour faire la formation qui va être la plus pertinente. Parce que c'est une formation comme personnelle, professionnelle. C'est une formation qui est adaptée au milieu, pour le milieu, et qui est bien ancrée, contextualisée et ancrée sur les pratiques
les gens et pour les aider justement à développer des comportements, développer des outils, développer des choses, se responsabiliser à l'intérieur de ce qu'on peut leur donner comme formation. Et de ce côté-là, c'est une formation qui n'est pas académique. Bien sûr. Hein? Quand on enseigne à des étudiants qui ont 18 ans, à un moment donné, on dit est-ce qu'on pourrait faire ça dans une école? Faites attention là-dessus. Le jeune qui va étudier, qui a 18 ans, eh bien lui, il a le crâne ouvert comme ça, puis il s'abreuve de ce qu'il peut apprendre, de nouvelles connaissances. Les gens qui sont en milieu de travail, qui sont délégués du personnel ou qui sont représentants de la direction, ils ont un vécu, ils ont déjà tout plein de choses en eux qui connaissent déjà. La formation leur sert à pratiquer mieux avec les outils qu'ils détiennent. Donc, pour nous, il faut qu'on ait ce feedback-là avec les acteurs pour pouvoir, à notre avis, faire la formation qui est la plus efficace. D'ailleurs, dans les différentes formations... En général, une fois qu'on l'a testé à une reprise, déjà, la suivante va être nettement enrichie par rapport au fait que les gens vont avoir participé et amené des idées à l'intérieur. Alors, évidemment, on ne donne pas des formations académiques en tant que telles où les étudiants ne font que suivre ce qu'on dit. On les fait participer et généralement s'approprier les thèmes qu'on développe. Alors, donc, dans ce cadre-là, évidemment, plus ils nous en donnent de feedback, plus c'est enrichissant pour la formation en tant que telle. En feedback sur le terrain de la négociation collective, je suppose que la formation est un élément essentiel. Oui, bien évidemment, il est important que les partenaires sociaux puissent être correctement formés. Il est important la montée en compétences de ces mêmes partenaires, et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie justement met un point d'honneur par le biais du financement justement de l'IRS, organisme de mixité, où il peut y avoir vraiment des échanges entre les directions et aussi les partenaires sociaux sur un petit peu des retours d'expertise, sur l'expérience, les succès comme les échecs également, et par le biais également des formateurs qui peuvent être des acteurs de la Nouvelle-Calédonie ou bien des prestataires extérieurs, comme vous, Monique et Jacques, justement, où ça permet d'avoir un éclairage aussi sur ce qui se passe un petit peu sur l'extérieur. Donc c'est vraiment une priorité des politiques publiques. En termes de conclusion sur l'importance de la formation pour un dialogue social de qualité. Alors déjà, ce qu'on peut quand même noter, c'est que le dialogue social en Nouvelle-Calédonie a fait des progrès notables depuis une quinzaine d'années. Ça, on le regarde, enfin, on l'observe à travers différents indicateurs qui paraissent tout à fait évidents. Et pour faire vivre ce dialogue social, eh bien, c'est vrai qu'on s'aperçoit pour les acteurs la nécessité de développer sa capacité d'expertise sur un certain nombre de sujets qui doivent être abordés, ce qui permet également aux différents acteurs, encore une fois qu'ils soient employeurs ou représentants du personnel, de se questionner sur son propre positionnement et le rôle qu'on a à jouer au sein de l'entreprise. Et ces besoins en formation sont aussi assez palpables, puisque ça répond vraiment à des attentes fortes des uns et des autres, parce que les sujets qui sont susceptibles d'être abordés en entreprise sont quand même extrêmement complexes. Et en plus, les problématiques ne vont pas forcément être les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Entre une entreprise dans laquelle effectivement il y a des délégués du personnel sans implantation syndicale, eh bien, les questions qui sont susceptibles d'être traitées ne sont pas identiques à une entreprise dans laquelle il va falloir éventuellement entrer dans des réflexions autour de la compilation déjà d'un historique d'accords d'entreprise. Vous avez aussi des entreprises où à partir du moment où sont en place des délégués syndicaux, il va falloir faire émerger
la négociation sociale sur différents sujets, sujets d'intérêt commun. Et on s'aperçoit que les acteurs sont quand même en recherche de discussion et de formation sur ces questions-là, parce que tout simplement, ça correspond à un besoin de terrain. Et on est véritablement en Nouvelle-Calédonie sur ce chemin-là.